Ce programme vous est présenté par la NEP. Ce programme vous est présenté par Air Algérie. Ce programme vous est présenté par Madar Holding. Le Nomad Fashion, partenaire styliste du programme. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande émission. Je suis heureuse de vous retrouver ce soir pour un nouveau numéro consacré à la nouvelle donne internationale. À l'heure où de nombreux conflits de haute intensité secouent la planète, c'est l'ordre mondial dans sa totalité qui se trouve bouleversé et on a donc jugé utile aujourd'hui de vous en parler. Restez avec nous, la grande émission, c'est maintenant. Alors, ce soir, j'ai le plaisir d'être accompagnée, comme d'habitude, par Imen Maled. Imen Maled, donc ravie de vous voir et puis surtout de vous avoir pour ce numéro, n'est-ce pas? Bonjour. Et Karim Bouaziz qui est également présent ce soir, comme à l'habitude. Bonsoir Leïla. Bonsoir Karim. Gamal Labina nous fait l'honneur de nous rejoindre pour ce deuxième numéro consécutif, donc le deuxième vendredi avec Gamal Labina. Bonsoir, merci d'être avec nous. Honneur partagé. Et bien sûr, l'incontournable Sofiane Baroudi qui nous tiendra donc compagnie tout au long de ce grand débat et de cette émission. Tout de suite, on lance le débat, ou plutôt l'actu. Alors, comme je le disais, aujourd'hui, on va commencer avec Karim Bouaziz pour l'actu à la une. Karim, vous nous avez concocté un petit choix là. Je vois que vous êtes revenu un petit peu sur ce qui s'est passé en Iran, c'est-à-dire ce tragique accident. Et puis également le deuxième volet qui est ce qui se passe en ce moment et qui défraie un petit peu la chronique. Tout le monde en parle par rapport à ce qui se passe, l'insurrection en Nouvelle-Calédonie. On va commencer d'ailleurs par ce tragique accident, Karim. Alors, voyez-vous, Leïla, mort d'un président iranien dans un crash suivi du ministre des Affaires étrangères, forcément, ça suscite et ça soulève pas mal d'interrogations. Un crash d'hélicoptère donc qui a suscité aussi un vent d'interrogations partout dans le monde et beaucoup s'interrogent. Donc, je le disais, en premier lieu, l'hélicoptère. L'hélicoptère en lui-même, il s'agit d'un B-112 de fabrication américaine que l'Iran a acquis pendant les années 70, pendant la période donc, de Mohamed Reza Pahlavi. Ça date déjà, un appareil déjà à l'époque pas tout neuf lors de l'acquisition et vous le savez à cause de l'embargo américain. Assez vieux quand même. Assez vieux appareil. Très vieux appareil. Et il y a autre chose, Leïla, c'est que à cause de l'embargo américain, l'Iran a du mal à se procurer les pièces de rechange pour ce type d'engin. Ça aussi, ça soulève, est un point d'interrogation qui soulève beaucoup d'interrogations. L'utilisation d'appareils américains également pour le déplacement d'un président iranien avec des hautes sommités de l'Iran, c'est en soi une intrigue. Alors le jour du déplacement, le 19 mai, 3 hélicoptères, dont celui de Raïssi, forment un groupe et puis tout d'un coup, selon les témoins, l'hélicoptère de Raïssi se détache donc du groupement. Il se prend tellement de distance que lors du point d'impact, lors de l'accident, la fumée qui s'est dégagée n'a pas été observée par les deux hélicoptères restés en retrait. Ce qu'on peut apercevoir normalement dans les images, c'est des images de secours, des recherches de secouristes. Donc, on a parlé des conditions météorologiques, un brouillard dense, certes, mais qui a dérouté, et c'est ça aussi qui pose question. Alors, l'accident s'est déroulé non loin de la frontière azéro-iranienne, et on sait qu'il y a une grande base sioniste dans la région, non loin du point de crash. L'autre lien avec l'entité sioniste est que le crash s'est effectué devant un village qui s'appelle Uzi. Uzi, vous savez, pour ceux qui ne savent pas, en tout cas, Uzi est une arme sioniste et vous savez, les services de renseignement ne croient pas aux coïncidences. Et le camp d'en face, les services de renseignement ou n'importe quel meurtrier, quand il commet un meurtre ou un attentat, signe toujours son acte, son délit. C'est toujours comme ça. Alors,
Concrètement, est-ce qu'il y a attentat ou pas? Pour l'instant, donc je le disais, il n'y a pas l'once d'une preuve. On vous rétorquera aussi que le facteur météorologique est le point crucial dans cette enquête. Oui. Exactement. Alors, est-ce que ça arrive? Est-ce que les conditions météorologiques peuvent provoquer un crash? Ça peut exister, mais il faut le dire, c'est quand même rare. Et peut-être qu'on n'a pas pensé à un troisième facteur, hein, c'est ça qui suscite débat, justement l'embargo, je le disais tout à l'heure, l'embargo sur les pièces de rechange pour les hélicoptères. Vous savez, l'Iran a du mal à s'en procurer. Et finalement, Gamal Abina, est-ce que, on se pose la question, est-ce que le coupable finalement n'est pas l'embargo sur les pièces donc, de rechange, des sanctions qui seraient le responsable indirect de ce genre d'accident? Ce ne serait pas une surprise, parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes, par exemple, d'avions, de lignes iraniens qui se crachaient pour des raisons, effectivement, de pièces de rechange. Ça a été souligné par vous. Effectivement, l'Iran, traditionnellement, était un pays qui était totalement sous contrôle américain jusqu'en 1979 et qui était donc équipé par les États-Unis. Mais depuis qu'il y a l'embargo, depuis plus de 40 ans maintenant, effectivement, il y a beaucoup de problématiques liées à l'équipement, qu'il soit civil ou militaire, particulièrement pour les hélicoptères, où effectivement il y a eu beaucoup de crashs, on le sait. Maintenant, la question qui reste à poser, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont utilisé un vieux matériel comme ça? Pourquoi un hélicoptère quand on sait que les chances de survie sont quasiment nulles? Et surtout, pourquoi 1 sur 3 a été, pour des questions climatiques, à trouver finalement le chemin de la montagne, quand les deux autres sont sortis? Et ben moi je pense qu'il y a plein de questions qui restent ouvertes. Alors évidemment, les méthodes de fourbe des sionistes sont très connues. Ils ont l'habitude de faire ce qu'on appelle des assassinats ciblés. Ils ont l'habitude d'avoir des traîtres à l'intérieur de l'Iran qui donnent des informations. On sait que 19 scientifiques ont été tués à cause de ça, malheureusement, parce qu'il y a une opposition qui est réelle. Et ils ont aussi l'habitude, effectivement, de ne jamais signer leur forfaiture en dépit du fait que le village Uzi, qui fait référence au fusil mitrailleur, est très connu et que ce genre de signature avec un peu d'humour noir, on la connaît chez eux. Ils ont l'habitude de ce genre de mauvaise blague, quoi. Un coup d'œil orbite. Oui, un peu. Moi, je pense que déjà, au-delà des suspicions qui sont assez légitimes, il y a déjà beaucoup de théories qui sont en train de circuler sur les causes éventuelles qui ont conduit à ce terrible crash. Il y a aussi une enquête préliminaire qui a été déjà publiée par l'armée iranienne qui affirme qu'il n'y a pas eu d'impact de balles, qui confirme que les conditions météorologiques ont été un facteur, on va dire, aggravant, qui estime aussi que l'appareil n'a pas changé de tracé comme ça a été établi par certains. Mais au-delà de ça, je pense que c'est un événement très très important sur le plan géopolitique. Le défunt Ibrahim Raïssi était un président qui était, si vous voulez, qui a vraiment eu un impact très significatif sur la région, qui a conduit des objectifs au niveau économique, politique et diplomatique qui ont, si vous voulez, fait revenir l'Iran sur la scène internationale comme un acteur de premier plan. La région est jalonnée de beaucoup de tensions. Vous avez cité l'Azerbaïdjan, il y a aussi l'Arménie et la Turquie dans la région. C'est une région, on va dire, qui est secouée par des tensions éventuelles très très importantes. Le Moyen-Orient aussi. D'ailleurs, il y a beaucoup de réactions à cette disparition, notamment par les mouvements de résistance au Liban, au Yémen, en Irak. Je pense qu'il y aura des conséquences au niveau politique interne en Iran et au niveau géopolitique et qu'il faudra attendre encore pour avoir plus de détails sur les résultats. Je rappellerai par exemple que l'assassinat, l'un des plus grands assassinats de l'histoire, celui du président Kennedy, qui a eu lieu il y a plus de 60 ans, même s'il a eu lieu à bout portant, en plein jour, n'a pas encore été étayé jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et donc, ça sera compliqué vraiment d'établir les vraies causes de cette disparition tragique. Oui, d'autant plus au fait, Karim, parce qu'on a vu par le passé ce genre d'accident arriver, ou peut-être pire, ou peut-être moins pire, mais l'essentiel, c'est qu'on a du mal aujourd'hui à comprendre, même si c'était d'origine accidentelle. Vous savez, l'opprobre est partout, au fait, on doute de tout, parce qu'on a vu par le passé que ceux qu'on croyait être des accidents tout à fait normaux se sont avérés par la suite être complètement découfomentés de toutes pièces. Au bout de 20 ans, 30 ans, donc 40 ans... C'est légitime d'en douter, quoi. Mais d'un autre côté aussi, l'exemple que vient de donner Sofiane est parlant, l'assassinat de Kennedy. À l'époque, tout le monde était sûr que l'assassinat de Kennedy avait été fomenté par le KGB. Tout le monde était certain. Quand on parlait aux gens, on disait... Et puis on a vu que c'était une autre version et que les coupables étaient peut-être plus près de Washington, de l'administration américaine. Voilà. Très bien. Alors, deuxième sujet, Karim, vous avez choisi aujourd'hui pour nous, c'est l'insurrection, on va le dire comme ça, entre guillemets, on verra par la suite, donc en Nouvelle-Calédonie, des Kanaks. En effet, Leïla, 10 jours où la Nouvelle-Calédonie a été en proie, et ça continue, en proie à de graves tensions dont les racines sont bien sûr sociales, politique, mais surtout historique. Alors, ce qui exacerbe les tensions est tout simplement cette question. Qui peut voter ou non
pour l'avenir de l'archipel. Voilà la question qui a mis le feu aux poudres. On va en parler dans quelques secondes. Donc des graves tensions, disais-je, lesquelles suscitaient l'inquiétude déjà fin mars sous le haut commissaire de la Nouvelle-Calédonie, l'équivalent du préfet, qui prévenait un risque d'émeute à la mi-mai. Alors pourquoi la mi-mai? Eh bien c'est à ce moment-là justement qu'une réforme de la loi, dite la loi du dégel électoral, serait débattue. Alors de quoi il est question? Eh bien on permettrait à 12 000 natifs en Nouvelle-Calédonie et 13 000 résidents depuis 10 ans, des Caldoches, c'est-à-dire la population européenne, on leur permettrait de voter. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on apporterait plus 14% au camp loyaliste. Loyaliste à quoi? Eh bien, à ce que la Nouvelle-Calédonie reste encore dans l'escarcelle de l'Élysée. Bien entendu, le camp d'en face, donc les Kanaks s'inquiètent, voient ceci d'un mauvais œil, y verrait donc une sorte de grand remplacement, synonyme de menace pour les Kanaks. Ils seraient par conséquent noyés dans une masse de votes blancs, disons les choses simplement, et ce qui rendrait donc la question de la décolonisation ou de l'indépendance compliquée, voire menacée. Et ceci n'a pas raté, puisque le 13 mai, la journée d'action a non seulement tenu ses promesses, mais bien au-delà, elle a complètement débordé. Et on a constaté autre chose, Leïla, le niveau d'impréparation de l'État français. Manque de gendarmes, manque de policiers, manque de personnel de justice, manque de personnel de pénitencier, chaotique Nouméa. Et puis on a un personnage, un ministre, Gérald Darmanin, c'est son nom, le ministre de l'Intérieur dans la foulée, qui improvise la venue d'express de 1000 policiers, plus 200 super gendarmes, c'est-à-dire le GIGN. Et on voit que le ministre ne connaît pas très bien l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, parce que le GIGN concentre un mauvais souvenir dans la région, puisque c'est ce même corps qui a pris d'assaut au lance-flammes la grotte d'Ouvéa en 1988, qui s'est soldée par 25 personnes, la mort de 25 personnes, dont 19 Kanaks. Alors, quand on a posé la question à Gérald Darmanin, alors selon vous, comment vous expliquez les tensions en Nouvelle-Calédonie? Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tout simplement, en substance, c'est pas moi, c'est les autres. Oui, c'est son côté un peu complotiste à Gérald Darmanin. Eux, ils ont le droit d'être complotistes, les politiciens, mais les journalistes universitaires, pas du tout. Alors, c'est pas moi, c'est les autres. Alors, de qui parle-t-il? Eh bien, il sous-entend, sur une chaîne publique, il sous-entend que TikTok, le réseau social chinois, serait impliqué dans une désinformation extraordinaire. Des pays utiliseraient le réseau social pour attiser l'attention. De quel pays parle-t-il? On regarde. Oui. Ce n'est pas un fantasme, c'est une réalité. Et je constate très proche de la Russie, l'Azerbaïdjan. Oui, c'est une dictature qui massacre, voilà, on sait tous, une partie des Arméniens. Et je regrette qu'une partie des leaders indépendantistes calédoniens ait fait un deal avec l'Azerbaïdjan. C'est incontestable. Voilà. Et ça donne une idée de ce qu'est parfois la démocratie, si on écoutait certains leaders. Mais je veux dire qu'aujourd'hui, même s'il y a des tentatives d'ingérence, aucun pays n'accède à la violence en Nouvelle-Calédonie. La France est souveraine chez elle et c'est tant mieux. Voilà, et que dire d'autre? Pour finir, ce qui inquiète l'Élysée à l'heure où nous parlons, on s'approche des JO, événement international, et on risque de manquer de policiers dans ces confettis d'îles. Bien sûr, on va concentrer les policiers au sein de la capitale parisienne, et on risque d'en manquer en Nouvelle-Calédonie, mais aussi à Mayotte, en Guyane également, sur l'île de la Réunion. Gamal Abina, donc on a souvent cette expression, vous savez, le grand remplacement. On utilise souvent ce grand remplacement en parlant, on va le dire sincèrement, on parle des musulmans, guillemets, qui avaient remplacé les sous-chiens en France, les sous-chiens en France. Et on voit que quand il y a vraiment un grand remplacement, comme en Nouvelle-Calédonie, on n'en parle que très peu. Il faut préciser sous-chien, français de souche, parce qu'il y en a qui ont eu des procès pour ça. Alors, le grand remplacement, c'est amusant parce que là, pour le coup, c'est effectivement un vrai grand remplacement. Les Calédoniens, quand ils ont fait le dernier référendum auquel ils ont participé, ont été mis en minorité, 41%, parce qu'effectivement, on a blanchi, j'utilise ce terme à dessein, et ça m'a été reproché, mais je m'en fous parce qu'ils disent bien qu'on est noirs et arabes, bref. Donc, on a blanchi la population pour garantir qu'il y a ce qu'on appelle une colonie de peuplement. C'est bien les colons qui sont là-bas, ils ne sont pas chez eux, ils sont à 16 000 km de Paris, c'est les Européens qui n'ont rien à faire là-bas. Il y a un peuple qui a fait souche à l'époque. La Calédonie, qui, alors, Nouvelle-Calédonie vient de l'idée anglaise, c'est les Anglais qui l'avaient découverte, comme Nouvelle-Écosse, c'est comme ça qu'ils l'avaient appelée, New Caledonia, et c'est devenu Nouvelle-Calédonie pour les Français, mais chez les Kanaks, c'est la Kanaki. Donc moi, je consacre ce terme parce que je ne reconnais pas la colonisation française dans cette région. Les Français sont chez eux en France, en métropole. C'est ça, la France. Alors quand M. Darmanin va nous faire du mitterrandisme en disant, et c'est honteux de sa part, mais bon, il y a une tradition, on dirait, algérienne, ancienne, qui dit des choses, j'ai pas de sympathie pour le personnage, qui sort toujours n'importe quoi. Quand il va dire, la France est souveraine chez elle, oui à Paris, oui à Montpellier, ou à Toulouse, pas en Kanaki. Donc c'est un vrai problème de décolonisation parce que l'ONU considère que la Kanaki est un territoire qui reste colonisé, quoi qu'ils en disent. Tout comme d'ailleurs, et je suis très proche des
les indépendantistes comoriens, excusez-moi, Mayotte, c'est une île qui est colonisée par la France avec toujours ces petits coups de vis, à savoir, il faut un référendum, tout le monde veut partir de la France, ils ont trouvé un moyen de délégitimer ce référendum en disant, bon, Mayotte ne sont pas tout à fait d'accord, donc on les conserve. C'est des méthodes fourbes qu'ils ont l'habitude d'utiliser, malheureusement. La loi internationale ne les intéresse pas et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ils s'en fichent. Sofiane Baroudi, juste une petite question là, parce que c'est une question qui s'impose au fait. On est en train de voir exactement le même procédé que celui qui a été utilisé dans les territoires sahraouis par le Maroc, par exemple, ramener plus de Marocains en attendant un référendum qui ne vient pas. Donc on aura plus de population marocaine que sahraoui. Ce fameux remplacement, c'est exactement le même procédé qui a été utilisé également donc, dans les territoires occupés palestiniens. C'est le procédé qui a été utilisé par les colonies de peuplement, parce que la Nouvelle-Calédonie est une colonisation de peuplement, comme l'était l'Algérie d'ailleurs. C'est ce qui rappelle aussi beaucoup ce à quoi a fait face le mouvement national algérien, notamment concernant les lois électorales. C'est-à-dire que la nouvelle loi électorale qui donne, on va dire, plus de droits aux Européens en Nouvelle-Calédonie en excluant les Kanaks, et le même procédé qui a été utilisé par exemple dans ce qu'on appelait le double collège à l'époque du mouvement national algérien, et l'élection par exemple, le référendum de 2021 qui a vu le boycott du FLNKS, qui est le Front de Libération Nationale Kanak, d'ailleurs qui est reconnu comme étant un mouvement de libération par l'Organisation des Nations Unies. Le procédé qui a été utilisé en 2021 pour un référendum qui a été tronqué, c'est ce qu'on appelait en Algérie pour le mouvement national un peu des élections à la Neijlin, c'est-à-dire des élections où on connaît déjà le résultat et qui exclut le courant indépendantiste ou alors le courant autochtone. Après, ce qu'il y a aussi d'important dans cette crise, c'est qu'au-delà de la revendication nationale indépendantiste portée par le Front de Libération Kanak, qui a toute une histoire, d'ailleurs il y a aussi l'histoire d'une insurrection, l'histoire de massacres coloniaux, l'histoire d'expropriation aussi et d'exploitation, notamment via les mines de nickel. La Nouvelle-Calédonie est, je crois, la plus grande réserve du monde. Et il y a aussi, à mon avis, la question de la perte de vitesse ou alors complètement de l'exclusion de la France au niveau stratégique, parce qu'il s'agit de l'océan, d'une partie du monde dans laquelle la France était implantée depuis un moment. Il y a un retour, si vous voulez, de grandes puissances comme la Chine, dans la région d'ailleurs. Darmanin a accusé l'Azerbaïdjan, mais en réalité l'Azerbaïdjan, ce qu'a fait Bakou, notamment le président Aliyev depuis 2-3 ans, c'est qu'il a, si vous voulez, répondu aux attaques de la France qui soutient l'Arménie en utilisant la carte mémorielle et en condamnant les crimes de la colonisation que Paris refuse toujours de reconnaître, notamment pour le cas de l'Algérie, mais pour d'autres. Il y a aussi une perte de vitesse géostratégique, parce qu'il faut rappeler par exemple que les États-Unis avaient bloqué une transaction de sous-marins nucléaires qui était destinée à l'Australie par la France, et c'est une façon, certains analystes géostratégiques disaient que c'était une façon d'exclure la France de cette sphère d'influence. En plus de ça, il y a un mouvement très vigoureux des populations, que ce soit en Polynésie et surtout en Nouvelle-Calédonie, qui risque à mon avis d'entraîner un effet boule de neige en Guyane et aussi à Mayotte, peut-être dans l'île de la Réunion, oui, mais la plus grande crainte... c'est sur un cratère de volcan. Exactement. La plus grande crainte, c'est surtout qu'il y ait un effet boule de neige et un retour de boomerang, notamment en France métropolitaine, où il y a un mouvement de mécontentement très très grand et où on pointe du doigt, si vous voulez, aussi le soutien de la France à l'entité sioniste colonialiste, parce qu'il y a aussi l'effet de la résistance de Gaza sur les populations kanak. Il faut se dire que le Sahara occidental, la Palestine, c'est des peuples qui luttent encore pour la décolonisation et que ça donne des idées à d'autres peuples, comme le peuple kanak qui lutte depuis plus de 70 ans. Des idées qui n'ont jamais disparu. Alors, juste avant de passer au grand débat, Gamal Amina, que faut-il penser de la visite de Macron, justement, dans cette île de la Nouvelle-Calédonie, alors qu'on attendait qu'il y ait un discours plutôt d'apaisement? Il dit qu'on va essayer d'apaiser, mais sans revenir en arrière, c'est-à-dire qu'on ne fera pas de concessions. Le problème de M. Macron, c'est qu'il a toujours tendance à faire des choses qui ne plaisent pas au peuple et à les imposer par la force. C'est-à-dire que le 49.3, on connaît, il a fait au moins 20 fois. Donc la question qui se pose, c'est à la fois, c'est pas Macron, je le dis tout le temps, c'est pas un raciste, on le sait, mais de l'autre côté, il a un grand courant raciste dans son parti qui, eux, sont très très énervés. Les postures d'un M. Darmanin qui va parler de la Chine ou l'Azerbaïdjan, c'est assez ridicule en somme. En plus, c'est des accusations ouvertes. Oui, mais c'est pas la première fois qu'il est ridicule. Il l'a fait avec Benzema, je l'ai dit d'ailleurs à la télévision, quand il est accusé des frères musulmans, j'ai envie de dire, mais quand on a un petit peu de cervelle, ce qui manifestement n'est pas son cas, et je le dis de façon très fière, parce que j'ai pas peur de ce personnage, je le trouve insignifiant. Il est médiocre. Il dit quoi, Benzema et frères musulmans, et il fait du foot en Arabie. Il faut vraiment pas avoir d'intelligence pour pas comprendre que les frères musulmans sont les ennemis de... Ah oui, c'est incompatible.
Un frère musulman en Arabie, il va en prison. Surtout donc, que, pardon, alors Ronaldo aussi, a c'est tout un frère fait- a musulman. tout fait pour interdire le réseau social, donc TikTok. Tout à Le fait. Conseil d'État Oui. lui a demandé d'apporter des preuves, comme quoi il y aurait infiltration. Ça, c'est bien parce que Bien sûr. Et quand il apporte donc le dossier, on a donné 24 heures à l'Élysée pour apporter les preuves, comme quoi il y aurait une infiltration des réseaux sociaux. Le dossier était vide et le Conseil d'État a donc permis à TikTok encore d'exercer. Ça fait, M. Darmanin, il a une particularité, c'est qu'il va toujours balancer des accusations à la volée comme ça, et il dit tout. Absolument. Et il dit tout le monde sait. Moi, quand quelqu'un me dit on sait, ça commence très très mal. C'est comme l'interdiction pour les manifestations pro-palestiniennes au Pareil. début. Ils les Absolument. ont interdits, mais j'ai l'impression qu'ils ne connaissent pas trop la loi parce que le Conseil d'État leur a donné tort. Des gens ont le droit de manifester Absolument. quand ça se passe dans un environnement pacifique avec des personnels qui sont là pour la paix et Absolument. scander une injustice. Il fait du management report, c'est-à-dire qu'il dit qu'il va y avoir des problèmes, donc on va les interdire. C'est de l'interdiction par anticipation, ce qui est absolument illégal. Et en même temps, cet homme passe son temps à accuser comme ça à la volée, sans réfléchir, sans donner de preuves, sans étayer ses arguments. Et quand il est coincé, quand il se rend bien compte qu'il a dit une bêtise, eh ben il dit non mais bon, quelque part, voilà, il fait marche arrière, mais de façon un peu maladroite. Donc M. Darmanin qui va accuser les Chinois, d'abord c'est pas intelligent de sa part. Il y a une relation entre la France et la Chine qui est importante. Macron a fait un voyage en Chine pour faire des liens, lui il arrive, il casse tout. Donc on voit bien que dans la maison dans la Macronie, pour le coup, ça tire à huée à dia, il y en a qui disent une chose, puis d'autres qui disent autre chose. Et sur la question de la gestion, effectivement, par rapport à Macron, c'est qu'il arrive en disant je ne concède rien, mais on va calmer les choses. Le problème, c'est que ce qui a mis le feu aux poudres, c'est le fait qu'on blanchisse la population et qu'on interdise à ces Calédoniens d'être interrogés en tant que souverains. Donc là, quand on fait ça, qu'il y a une tension et qu'on n'apporte pas de baisse de tension, eh ben on rentre dans l'escalade qu'on a connue en Algérie. Le double collège, ce système-là, c'est effectivement une réalité. Et la problématique aujourd'hui en France, c'est que c'est un pays qui est en train de décliner et qui ne veut surtout pas perdre son prestige à l'international en ayant ses eaux territoriales importantes et étendues. Oui, Mais d'autant il y a plus. juste un élément, si Oui, vous oui, me allez-y, permettez, allez-y, Sophia. rapidement. Il y a aussi un autre élément qui a vraiment mis le feu aux poudres, c'est le fait qu'il y ait des jeunes Kanaks qui aient été assassinés, notamment par des colons, alors par des Européens qui sont extrêmement et lourdement armés. Ce qui pose aussi un problème très très important parce que on va dire que l'escalade de la violence a été attisée, y compris par un procédé colonial très ancien, celui des milices coloniales qui a fait tant de mal dans beaucoup de pays. Dans l'Algérie, on se rappelle des journées de mai 45. Et donc, si vous voulez, il y a vraiment une mémoire traumatique qui a été ravivée et même la visite de Macron, selon la vue de la plupart des experts, n'a pas encore réussi à apaiser les choses. Oui, bien sûr. Au fait, c'est le même procédé, ce qui se passe en Cisjordanie. C'est les colons qui tuent carrément parce qu'ils sont armés. Par rapport à Benzema, au fait, qu'est-ce qu'il faut qu'on pense de Ronaldo? Comment? Est-ce qu'il est frère musulman aussi? Ah non, il est pas. Est-ce qu'il joue en Arabie Saoudite? Qui donc? Il faut une barbe, hein. C'est très Ah très. bah, mais bon, oui, 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 oui. c'est un artiste, Benzema. Comme ça, il passera pour un parfait frère Ça va se musulman. rendre dans la Alors, masse. mesdames et messieurs, on passe très très vite et sans plus tarder au grand débat. Alors très bien, je vous le disais en début d'émission, nous avons décidé ce soir de faire un grand zoom sur la nouvelle donne géopolitique. Vous le savez, nous vivons actuellement une conjoncture sous haute tension et d'ailleurs on atteste donc la rubrique et la chronique de Karim Bouaziz avec les nombreux conflits de haute intensité qui secouent la planète. C'est un petit peu l'ordre mondial tout entier qui se voit bouleversé et on a donc jugé utile d'en parler et en partant de la conférence de presse animée à Alger, n'est-ce pas, Sofiane Barodi, cette semaine par Dominique de Villepin, l'ancien Premier ministre français, sous Jacques Chirac. Gamal Abina, vous y étiez, hein? Oui. Alors, qu'en avez-vous retenu? J'en ai retenu qu'il est arrivé quand même avec des louanges et puis il a reçu les fleurs en gros, que c'était bien parce que De Villepin est un personnage haut en couleur depuis 2003, depuis son discours effectivement à l'ONU. En même temps, De Villepin, c'est l'homme qui a en 2005 établi le couvre-feu par rapport à ses révoltes des jeunesses. C'était beaucoup moins sympa et j'ai eu l'occasion de le rencontrer une fois à Paris pour le féliciter pour 2003 et je ne vais pas parler de 2005. Mais là, effectivement, j'ai eu l'occasion de l'interpeller parce qu'on m'a donné cette chance. C'est une journaliste de la chaîne 3 qui m'a permis de l'obtenir. Et je lui ai posé la seule question qui nous intéresse depuis toujours, non pas parce que les Français s'est transformé en repentance, qui est quand même une dimension religieuse qu'on n'attend absolument pas des Français, mais de dire simplement pourquoi, si vous, comme Chirac l'a fait à l'époque du Veldiv, pourquoi ne demandez-vous pas tout simplement, vous qui êtes devant le peuple algérien et qui nous aimez bien, il est né au Maroc, sa famille a vécu en Algérie, pourquoi vous ne demandez pas pardon? C'est pas compliqué. Chirac a eu ce courage par rapport au Veldiv de dire que la France
était la France, même sous Vichy. Elle est donc responsable des crimes contre les Juifs. Pourquoi ne pas le faire? Parce que la France sous Vichy, c'était il y a longtemps. Il y a eu 50 ans. Oui. Et là, on a dépassé les 60 ans et la France n'est toujours pas capable de reconnaître en Algérie ces crimes monstrueux, ces crimes de masse, 5 millions de personnes tuées depuis 1830, parce qu'il y en a qui oublient les vrais chiffres, et surtout le fait qu'ils aient, de façon très barbare, tué, je donne les chiffres officiels français, pas algériens, parce que algérien c'est pire, une moyenne de 600 personnes par semaine. On va lui remettre en doute de toute façon les chiffres algériens. Oui, mais là c'est français. Là. C'est 300 000 morts, ça fait 600 personnes par semaine. Un aura d'Ursuglan pendant 7 ans et demi. Voilà, donc ça c'est une chose qu'il ne faut pas perdre de vue. Je lui pose la question et là au début c'était sourire, ça se passait très bien, très de vilpiniste avec ce côté théâtral. La scène, au fait. Vous l'avez déstabilisé. Ah oui, totalement. Une question frontale et là les mains commencent à se rapprocher. Les visages se figent. Il essaie de tourner un petit peu des tournures de style, un petit peu de poésie. Vous comprenez, les peuples, il faut du temps, machin. C'était extraordinaire, la langue de bois, effectivement, d'un vrai diplomate, mais en même temps gêné. On sent bien qu'il n'a pas la décision, on sent bien qu'il ne peut pas le dire, et on sent bien que malheureusement, M. Macron, sans doute, ne pourra pas demander officiellement, alors qu'il doit le faire, pardon à l'Algérie et au peuple algérien. Il s'attendait tout de même à ce qu'il y ait ce genre de questions. Non, je ne crois pas du tout. Sofiane, vous y étiez vous aussi, puisque vous avez couvert un petit peu cette conférence de presse. Alors, que faut-il en retenir ? Moi, je pense que déjà, ce qu'il faut en retenir, à mon avis, c'est que si vous voulez, la conférence, le propos de la conférence s'est fait vraiment autour d'une conjoncture que le conférencier estime comme étant une conjoncture d'urgence. C'est-à-dire qu'il a d'abord analysé un contexte international en profonde transformation. Il a aussi abordé des thèmes très sensibles comme le retour des conflits de haute intensité déjà en Europe à travers le conflit ukrainien qui continue pour la 3e année et ensuite aussi au Moyen-Orient et au Proche-Orient. Il a aussi abordé la possibilité d'un conflit généralisé, d'un conflit mondialisé. Il a abordé la crise de la mondialisation libérale telle qu'elle a été connue depuis les années 90. Et surtout, une question importante, à mon sens, c'est aussi, si vous voulez, à la fois l'hégémonie technologique comme étant la clé de la nouvelle domination internationale et surtout les risques de nucléarisation des conflits à l'international, d'abord en Ukraine, mais aussi ailleurs. Et la conclusion, si vous voulez, du conférencier a été, si vous voulez, la nécessité de rapprochement entre l'Algérie et la France au vœu, si vous voulez, du capital historique commun, etc. Pour réagir aussi à ce qu'a dit Gamana Bina, moi, ce qui m'a vraiment frappé sur la thématique de la reconnaissance, c'est qu'on parlait à l'instant, par exemple, de la Nouvelle-Calédonie. La France a reconnu sa responsabilité dans les essais nucléaires en Polynésie et elle a même décidé des réparations pour les victimes. Pour l'Algérie, ce n'est pas encore le cas, que ce soit par rapport à la question des cartographies sur les déchets nucléaires qui polluent toujours, c'est un crime, on va dire, d'écocide qui pollue encore la nature. Alors pour les réparations par rapport aux victimes, ce n'est pas encore le cas. Par rapport aux Veldiv aussi, le principal responsable, c'est-à-dire Maurice Papon, qui est devenu après préfet de Paris, est aussi coupable des crimes du 17 octobre perpétrés contre les travailleurs nord-africains et algériens qui manifestaient pacifiquement. Et ce crime-là, même s'il y a des pas qui ont été faits en avant, n'a pas encore été reconnu. Et surtout, le tortionnaire n'a pas été condamné. Et donc, moi, c'est vraiment ce malaise-là qui m'a aussi frappé sur les questions mémorielles. Très bien. Oui. Déjà, je rends hommage, je salue ma mère, je rends hommage au peuple rifin, dont une femme qui m'est très chère, qui s'appelle Hakima. Donc je lui rends hommage aujourd'hui, parce que c'est le peuple qui a subi le premier massacre de masse par gazage dans les années 20. Pendant que la République du Rif avait trouvé le chemin de la liberté, les Français, évidemment, toujours les héros, sont venus les gazer alors qu'on n'a jamais gazé de population avant ou après, et c'était interdit en plus. Je rends hommage au peuple algérien qui a été bombardé par le napalm. Mon père a été bombardé au napalm. Mon grand-père est mort 6 mois avant la guerre, je l'ai rappelé à M. de Villepin, et de dire que tous ces crimes qui ont été perpétrés et qui ne trouvent pas une oreille en France parce qu'ils refusent de voir leurs crimes en face, c'est ça la problématique, ça doit être documenté, on doit les mettre en face de la responsabilité. Je dis toujours, pour que l'Algérie et la France aillent bien, le beau discours de M. de Villepin, il faut se rapprocher, c'est beau, mais on n'écrit pas la page, non. Pour que l'Algérie et la France s'entendent, il faut que la France reconnaisse ses crimes et demande pardon. Adenauer l'a fait avec les Allemands, et pire encore, c'est là où l'argument des Français n'est pas recevable, tournez la page. Les Allemands ont écrit la page, il y a eu des procès, il y a eu des procès à Nuremberg, il y a eu des condamnations, et l'Allemagne a demandé pardon officiellement à la France. La France qui a fait les mêmes crimes en Algérie, du moins sous une autre forme, ne le fait pas, c'est intolérable, et il faut toujours rappeler aux Français leur responsabilité devant l'histoire. Oui, d'ailleurs, même il y a eu des gazages aussi en Algérie. Il n'y a qu'à se référer au livre donc, de Mustafa Khiyati. Al-Rouad, c'est la première utilisation d'armes chimiques dans l'histoire, en 1852. Voilà. Ce qu'on appelle maintenant communément les armes non conventionnelles, ou ce que vous voulez. Voilà, Donc je vous propose, messieurs, mesdames, de voir ensemble un extrait de l'intervention de Dominique de Villepin et on revient tout de suite au débat. Constatons d'abord à quel point ce monde a changé. Quand j'étais enfant, le général de Gaulle avait l'habitude de rappeler que la diplomatie, la géopolitique, c'était d'abord l'histoire et la géographie.
C'étaient les deux grands points de repère à partir desquels on pouvait regarder et essayer de comprendre le monde. Ceci reste toujours vrai. Mais à bien des égards, la dialectique mondiale a changé. On a grandi avec l'idée qu'il y avait un centre et des périphéries. Aujourd'hui, il n'y a pas de centre et de périphérie. Tout se mêle, tout se mélange. Il n'y a pas de petits pays. Et parfois, ce qu'on appelle encore, malheureusement, des petits pays sont la source de grandes crises qui pèsent sur l'ensemble des peuples du monde. Donc, les frontières se sont brouillées. Les frontières de la géographie se sont brouillées. De la même façon, le jeu traditionnel de la puissance, où on avait dans l'idée que le plus fort gouverne le monde et que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Ceci n'est plus vrai. Le monde a changé. Le monde a l'ère de l'intelligence artificielle, le monde a l'ère de la mondialisation, le monde a l'ère de l'influence a changé. Et le jeu de la puissance se heurte à la résistance, à la résilience des sociétés. Nous l'avons vécu ici en Algérie, on le voit aujourd'hui en Palestine, on le voit y compris en Ukraine, face au drame qui se noue sur cette terre. Et puis, la diplomatie n'est pas seulement l'affaire des États, l'affaire des dirigeants, l'affaire de quelques spécialistes. Aujourd'hui, la diplomatie nous concerne tous. Elle concerne les peuples, elle concerne les associations, elle concerne les collectivités locales, elle concerne l'ensemble des institutions universitaires. Tout cela pèse sur le regard des États. Très bien, alors on vient de le voir ensemble, Sofiane, bien sûr vous y étiez, Gamal également, je pense qu'on fait juste un petit rappel là-dessus et on voit que vraiment là on est revenu sur cet aspect de ce qu'on appelle les tensions géopolitiques aujourd'hui qui sont plus que jamais ou qui se posent plus que jamais avec question d'acuité, d'actualité également. Alors que faut-il en retenir, non pas par rapport à ce qui a été dit, mais par rapport à cette préoccupation qui devient à peu près majeure et commune à tout le monde? Je pense que, premièrement, il faut retenir qu'il y a, si vous voulez, le constat qu'on est dans une nouvelle conjoncture internationale. C'est ce qui n'était pas reconnu à l'unanimité, notamment par des hauts diplomates de l'envergure de Dominique de Villepin. Lui vient directement en présentant, selon lui, comment, si vous voulez, se dépeignent ces transformations internationales et ces bouleversements, y compris dans le champ des rapports de force. D'ailleurs, il a appelé à ce que, si vous voulez, la diplomatie ne soit plus un secteur ou alors un domaine réservé, mais plutôt, il a appelé à l'engagement de la société civile, des partis politiques, aussi des intellectuels et des artistes. Pourquoi? Parce que le constat d'urgence impose qu'on est vraiment dans une situation, si vous voulez, qui peut permettre une sorte de bifurcation vers un conflit généralisé qui est potentiel, possible et que certains préparent déjà. Et il y a aussi, si vous voulez, à mon avis, une notion d'alarmisme par rapport déjà au conflit ukrainien qui n'en finit pas de monter en intensité à sa 3e année et qui a des conséquences immédiates sur le continent européen parce qu'il faut rappeler que c'est un conflit complètement européen et que les conséquences potentielles pourront encore se faire ressentir, que ce soit au niveau économique et politique, ce qui est déjà le cas, mais surtout au niveau militaire. D'ailleurs, on constatera qu'il a repris, si vous voulez, la sonnette d'alarme qui est tirée par la plupart des institutions militaires européennes qui sont en train de se réarmer massivement et qui sont en train de se préparer à un conflit de haute intensité, ce qui était une option qui était complètement éliminée parce que la plupart des analystes pensaient que c'était, si vous voulez, une donne qui était dépassée et que les conflits de haute intensité étaient réservés plutôt aux pays du Sud, mais plus à l'Europe. Ça, c'est le premier constat important. Le deuxième constat important, c'est qu'il a, si vous voulez, analyser aussi le conflit au Proche et au Moyen-Orient comme étant un vecteur d'instabilité très, très important. Et en gros, il ne l'a pas dit directement, mais il a, si vous voulez, signalé les possibilités d'exportation ou d'importation de ce conflit, notamment en France. Et ça, je pense que c'est vraiment une inquiétude qui est partagée par beaucoup d'analystes, notamment dans les hautes sphères de l'État français et des États européens en général. Alors, Kamel Abina, vous qui étiez, d'ailleurs, vous avez posé une question, on va le voir tout à l'heure, votre question qui n'est pas tout facile et de tout repos. Dites-nous, est-ce que vous pensez que cette conjoncture qui est en train de vivre aujourd'hui, le monde dans sa globalité, est en train d'accélérer quelque part ce processus qu'on pourrait appeler de désoccidentalisation?
J'y arrive. On en a parlé. Non, tout à fait. Il faut comprendre que M. de Villepin est un commis d'État français. Donc il est là pour défendre les intérêts de la France. Il n'est pas là pour dézinguer la France. L'Occident est sorti de ses frontières après la chute de Cordoue. D'accord ? Ils ont été conquérir l'Amérique, massacrer le reste du monde. Oui. Ils avaient la maîtrise des mers, ce qui a fait qu'ils ont été très loin jusqu'en Asie. Et l'Occident est en déclin aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il va disparaître. Ça veut dire qu'il est en déclin et en risque. La perte de prestige, la perte de domination culturelle, intellectuelle et industrielle, puisque la Chine a rattrapé son retard, fait que maintenant ils se sentent en danger. Ça rappelle l'époque où, effectivement, une époque où la sublime porte était aux portes de l'Europe et où le monde arabo-musulman par l'Afrique du Nord était aux portes de l'Europe. Aujourd'hui, ils se sentent enfermés. À nouveau, il y a une psychologie inversée. Et ils se rendent bien compte que la domination totale n'existe plus, que le rapport de force est inversé, et ils voient arriver des hommes qu'ils considéraient comme étant des sous-hommes, des Slaves, on parle des Russes. Les Russes qui ont stoppé la progression de l'Occident aux frontières de l'Ukraine. Donc en Ukraine, on a bien compris que le conflit est perdu. C'est évident, il n'y a pas assez d'hommes ni d'armes. En même temps, ça coûte cher et c'est pas rentable. De l'autre côté, sur le front de l'Iran, ils ont essayé de l'endiguer. L'Iran, finalement, avec Maïstra, a été capable de faire des alliances qu'elle n'aurait pas fait à une époque. Donc c'est vrai que quand de Villepin parle, il est inquiet non pas parce qu'il y aurait des conflagrations, j'y crois pas du tout. Ceux qui ont l'arme atomique ne toucheront pas. Il est inquiet parce que le recul de la France et de l'Occident, qu'il défend quoi qu'il en soit, est acté aujourd'hui. Donc c'est en cela que, quand il parle de cette reconfiguration, la peur qu'il a en sous-jacent, ce n'est pas les conflits généralisés, c'est le retour d'un monde, et c'est ça qui est salvateur pour nous, je parle des gens du Sud, Oui. multipolaire. C'est-à-dire qu'il y a un rééquilibrage des forces. Je rappelle tout de même, pour information, que le monde unipolaire américain, la Pax Americana, la paix américaine, c'est la destruction de 6 pays arabes en totalité quasiment. Libye, on a oublié la Somalie qui est arabe aussi, le Yémen, l'Irak, la Syrie, ça y va, plus la Palestine aujourd'hui. Le Soudan aussi. Et le Soudan, 6 pays arabes atomisés. Oui. Et d'autres instabilisés. La Tunisie a été instabilisée, mais il y a d'autres pays qui ont subi ça. Donc aujourd'hui, je suis assez heureux que ce monde multipolaire rééquilibre les forces, parce que là où il y a équilibre, il y a paix. Oui. En fait, il faut Alors, qu'il vous, y ait, vous êtes heureux, Gamal Abina, mais du côté français, on n'est pas heureux. Du côté occidental, c'est ça Non, qui il fait faut peur qu'il y ait finalement. la fin de l'histoire du dominant-dominé, en fait. Juste un En fait, petit c'est moment. ça. Oui. Il faut qu'il y ait la fin de l'histoire du dominant-dominé. Oui, le C'est-à-dire monde que- bipolaire. Voilà, c'est-à-dire Oui, que là, le monde c'est les bipolaire grandes est en train puissances. Il n'y a de- plus de grandes puissances, de petits. Tous les pays sont importants dans D'où la cette mondialisation, reconfiguration dans de la cette géopolitique nouvelle dont ordre on mondial. parlait. Exactement. Exactement. Oui, Karim. Alors pendant la guerre froide, si vous voulez, l'argument phare que les Washington mettaient sur la table contre Moscou, c'est dire nous sommes les représentants de la démocratie, vous avez besoin de nous contre finalement les représentants du totalitarisme. Après la chute donc, du mur de Berlin, la chute de l'Union soviétique, on a constaté que les pays petit à petit étaient en train de se démocratiser, donc finalement on n'avait plus besoin des États-Unis d'Amérique. C'est pour ça que les États-Unis d'Amérique ont intérêt à fomenter des conflits ici ou là. Pour garder un peu égrène et ça irrigue leur économie, on l'a vu avec l'Ukraine, avec le gaz, l'histoire du gaz et tout, le pétrole, et puis ça draine aussi leur pôle industriel-politique. C'est ça qui permet aux Américains d'exister et de se Parce qu'ils ont représenter peut-être comme aussi étant... compris qu'ils ne Maître sont du plus le monde. modèle, ni encore moins ce fameux rêve. Sofiane Baroudi, peut-on aujourd'hui parler justement d'échec géopolitique global des Américains et des Européens à imposer leur agenda? Est-ce que ce n'est pas finalement ça le point focal? Déjà, il faut, pour revenir aussi sur la conférence de Dominique de Villepin, il y a une pointe de critique de l'hégémonie américaine. Parce qu'il faut rappeler que lui s'est fait connaître pour un fameux discours à l'ONU contre la guerre en Irak et contre l'agression américaine de l'Irak. Et on a senti aussi qu'il reste aussi sur les mêmes positions parce que beaucoup d'Européens, beaucoup de Il a nationalistes, de toujours été souverainistes constant sur ses positions. de européens toute façon. considèrent que les États-Unis, actuellement, par la politique qu'ils conduisent, notamment en Ukraine, et au Moyen-Orient font courir à l'Europe des risques qui sont des risques très 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 importants auxquels l'Europe ne peut pas faire face. Et surtout, ils considèrent qu'il y a, si vous voulez, que Washington conduit une politique de défense de ses propres intérêts au détriment des intérêts européens. Ça, on l'a aussi ressenti en filigrane. D'ailleurs, le conférencier a aussi parlé de la nécessité de défendre coûte que coûte le droit international, et notamment le droit international humanitaire, et aussi ce qui reste, si vous voulez, d'une communauté internationale qui arrive à imposer des décisions en fonction de certaines valeurs et de certains principes. Et en ça, il a aussi rendu hommage à la diplomatie algérienne qui déploie des efforts très très importants au niveau international, notamment au Conseil de sécurité de l'ONU, non seulement pour, si vous voulez, essayer de permettre de défendre le droit à la vie du peuple palestinien, le droit à l'existence des peuples opprimés, mais aussi pour permettre une réforme nécessaire d'un droit international qui est vraiment menacé par des velléités d'hégémonie totale et aussi par des risques d'escalade concrets. Parce qu'il faut rappeler aussi que l'extrême droite actuellement qui dirige l'entité sioniste colonialiste
a pour objectif d'entraîner l'administration américaine dans un conflit de haute intensité qui serait un conflit de haute intensité, si vous voulez, une escalade dans tout le Moyen-Orient, voire au-delà de ça, plus les risques de conflagration en Ukraine. Je pense que c'est des facteurs qui sont vraiment inquiétants pour une partie des élites européennes qui commencent de plus en plus à se saisir de ces problématiques pour essayer de stopper un risque qui devient un risque vital. Et c'est pour ça que le fait que Dominique de Villepin ait choisi l'Algérie pour dire tout ça, eh ben, ça veut dire que le poids que peut avoir un pays comme l'Algérie, qui a toujours été très constant dans sa diplomatie. Justement, je vous propose, messieurs, mesdames également, ou madame et messieurs, de voir ensemble les nombreux sujets qui ont été abordés donc, par Dominique de Villepin lors de cette conférence de presse. Donc, parmi ces sujets, les atrocités que subit le peuple palestinien à Gaza. Cette guerre n'a pas de perspective, affirme de Villepin ou a affirmé, et que l'offensive sioniste disproportionnée n'a pas atteint les objectifs politiques annoncés. On le regarde de suite. À Gaza, mener une guerre sans perspective politique, c'est la garantie d'aller à la catastrophe, d'avoir une guerre qui dure indéfiniment et d'avoir une guerre sans limite. Donc la question de la paix, elle doit être omniprésente dès le départ d'un conflit et elle doit en permanence conduire les acteurs à penser à la façon d'arrêter ce conflit. Gamel Abina, alors Dominique de Villepin est l'une des rares personnalités françaises de droite à avoir une position claire, il faut le dire, et courageuse sur la guerre que mène aujourd'hui l'entité sioniste contre ce peuple palestinien. Que pense l'opinion publique française aujourd'hui et surtout par ces prises de position de Dominique de Villepin? Alors, il faut savoir une chose, c'est que d'abord, c'est le seul à droite qui a cette position. La droite en France est devenue très extrême, donc tout à fait. Comme il y a une extrême droite qui commence à rejoindre l'extrême droite sioniste, ça donne un tableau assez sale en réalité de la situation, même s'ils sont un peu gênés par certains abords. Et en même temps, vous posez la bonne question. Que pense le peuple français, le peuple au sens large, pas les Maghrébins, hein, oui, bien sûr, de la question palestinienne? Évidemment, les Maghrébins sont tous pro-palestiniens, mais ça c'est normal, il y a quand même un rapport au sang qui existe. Ben, les Français, on ne les consulte pas. On ne les consulte pas pour deux choses. Pour la Palestine, parce que la dernière fois qu'on les a consultés, c'est au début des années 2000, la réponse était claire. L'entité sioniste est l'État le plus dangereux de la planète. Ce n'est pas ils sont en danger, ils sont dangereux. On le voit aujourd'hui. Et ensuite, l'autre question sur laquelle on n'interroge pas les Français, mais pour lesquelles les médias prétendent que les Français nous suivent, ils sont d'accord pour soutenir l'Ukraine, c'est l'Ukraine. C'est-à-dire que la question ukrainienne n'intéresse pas du tout la population française. Ils voient bien qu'ils sont impactés négativement, que ça leur coûte cher, que l'inflation est la conséquence directe de cette guerre après le Covid. Et donc, on ne les interroge pas parce que si on les interrogeait, on serait inquiétés. Finalement, il y aurait quoi? Et c'est là où la démocratie me fait rire. Moi, je ne suis pas un partisan de la démocratie, ça ne m'intéresse pas. Je suis un partisan de l'état de droit. On respecte le citoyen et il a ses droits. Par contre, quand ces démocrates partent en guerre, bizarrement, ils ne consultent jamais leur population. On se souvient en Irak en 2003, monsieur le Lord anglais qui est parti en guerre, 5 millions d'Anglais étaient dans la rue, c'était la plus grande manifestation depuis la Seconde Guerre mondiale, et ben il est quand même parti en guerre. Donc je m'interroge sur le principe démocratique. Peut-être qu'ils sont élus par un système démocratique, mais une fois qu'ils arrivent aux commandes, ils n'écoutent qu'eux-mêmes, ils n'écoutent que leurs intérêts. Donc c'est vrai que la question de savoir ce qu'ils en pensent, les Français en général sont plutôt opposés à cette barbarie, et on le voit aujourd'hui dans les facultés, on le voit chez les syndicalistes, on le voit dans certains partis politiques qui sont courageux, on le voit à peu près partout dans la société française. Oui, justement. Alors, justement, on a quand même cette idée qu'aujourd'hui, ce qui se passe en France par rapport à la question palestinienne est complètement, si vous voulez, un écart qui a été pris par la France diplomatique traditionnelle, c'est-à-dire une position qui était très en faveur de la Palestine et qu'aujourd'hui, on ne retrouve plus sous le règne de Macron. Je ne dirais pas très en faveur de la Palestine, mais je dirais une position qui était alignée sur le droit international, c'est-à-dire sur une position qui défend la solution à deux États. Voilà. Un État palestinien sur les frontières de 1967 avec la libération des terres arabes, parce que comme je le disais, le peuple palestinien n'est pas le seul concerné par le conflit israélo-arabe. Il y a aussi la Syrie et le Liban qui sont historiquement très proches de la France. Oui. Et la France a des intérêts importants au Moyen-Orient qu'elle a tendance à perdre de plus en plus. D'ailleurs, tout ce qui lui reste actuellement, c'est, si vous voulez, une petite présence au Liban. D'ailleurs, elle sert de médiateur, y compris avec le mouvement de résistance libanais. Mais la politique qui est conduite actuellement, notamment par le gouvernement fasciste piloté par Benjamin Netanyahou au Moyen-Orient en général, est en train, si vous voulez, de faire complètement perdre à la France toute crédibilité au Moyen-Orient. D'ailleurs, il y a même des bâtiments officiels français qui ont été ciblés à Gaza. Il faut citer par exemple l'Institut français. Parce que Paris a été obligé aussi d'assurer un certain équilibre, vu qu'il y a une pression populaire très importante en solidarité avec le
opposition au crime de génocide qui est en train d'être perpétré et qui est reconnu, y compris par la justice internationale. La CPI a annoncé un mandat d'arrêt contre le ministre de la Guerre et contre le Premier ministre de l'entité sioniste. Et donc, je pense que la France est dans une posture très, très compliquée parce qu'elle se rend compte aussi que les intérêts de cette guerre qui n'arrive pas à atteindre les objectifs politiques qui ont été soulignés dès le départ, c'est-à-dire le démantèlement de la résistance palestinienne. La résistance palestinienne est toujours debout. De Villepin a dit que ce type de mouvement ne pouvait pas être démantelé ou détruit, mais Paris perd beaucoup au change, à la fois au niveau de l'opinion publique avec des risques de plus en plus forts d'insurrection. On a eu les étudiants, on peut avoir les quartiers populaires, mais aussi au niveau géopolitique où elle perd, si vous voulez, le peu de crédibilité qui lui reste. C'est pour ça qu'il y a eu un plaidoyer fort pour, si vous voulez, la défense du droit international et c'est pour ça qu'il y a eu aussi, le conférencier a salué vivement, je le répète, la posture de la diplomatie algérienne qui, elle, est constante et qui défend tout simplement le texte du droit international. Alors, est-ce que vous pensez, Sofiane, mais alors brièvement, que ce geste est fort de la part de Dominique de Villepin, lui qui a défendu ou qui était contre la guerre en Irak? Je pense que c'est déjà très très pragmatique parce qu'il faut rappeler un peu la conjoncture qui est en train de s'accélérer de jour en jour. Actuellement, on est en train de vivre une offensive complètement, si vous voulez, déraisonnable sur Rafah. Il y a déjà eu une avancée sur Rafah et sur le corridor de Philadelphie, ce qui est une violation des accords de Camp David qui ont scellé une paix relative avec l'Égypte voisine depuis 1979 et ce qui risque vraiment d'attiser un conflit de très haute intensité dans tout le bassin méditerranéen et qui va forcément impacter la France et tous les pays riverains de la Méditerranée. Je pense donc que c'est vraiment un activisme pragmatique qui vise, si vous voulez, à rattraper ce qu'il y a à rattraper, parce qu'on parlait tout à l'heure aussi de la Nouvelle-Calédonie. C'est une donne qui est une donne très très dangereuse pour les équilibres des pouvoirs en France. Et donc il s'agit vraiment de réagir concrètement. Merci Sofiane. Alors on passe à la question mémorielle, plus que jamais d'actualité, et bien sûr l'épineuse question des excuses officielles ou du pardon, si vous voulez, de la France à l'Algérie pour les crimes commis durant la colonisation, qui a également été remis sur le tapis ou sorti sur le tapis. On regarde ensemble et on revient tout de suite. Même un président de la République, sur des questions comme celle-ci, même un Parlement, on l'a vu sur les questions de mémoire, un Parlement doit-il légiférer sur les questions de mémoire? Même un président n'a pas le pouvoir, avec un petit chiffon, d'effacer les drames du passé d'un seul coup. Ça participe de toute une population, et donc d'une mémoire plurielle, d'une mémoire extraordinairement diverse, et encore, à bien des égards, conflictuelle. Et il est important que les actes concernant deux pays aussi proches que la France et l'Algérie ne soient pas détournés de leur vocation. Et vous voyez bien comment aujourd'hui en France, dans un paysage qui est un paysage extrêmement marqué par la division, marqué par la progression de l'extrême droite, des sujets qui apparaissent, vous le dites, aussi simples à régler, divisent. Ce qui est important, c'est d'avancer ensemble dans la plus grande unité possible de nos peuples, de nos sociétés et de nos dirigeants. Un mot qui aujourd'hui ferait saigner encore davantage la mémoire d'un côté ou de l'autre ne remplirait pas son office. Les mots, vous savez, je le dis, j'ai consacré une partie de ma vie à la poésie, les mots sont faits pour aider les hommes à vivre, à cicatriser les plaies, à permettre de passer d'un état de douleur à un état qui vous permet de vivre avec l'autre, comme Maurice Audin ou Ali Boumengel. Le fait d'être capable de mettre un nom sur un visage, un nom sur une douleur, d'être capable de regarder en face des actes de torture, des actes ignobles comme ceux des bidons spéciaux, de regarder en face la question des essais nucléaires, à travers la connaissance de ceux qui, aujourd'hui peut-être encore, ou leurs familles, ont souffert dans leur chair.
eh bien, je crois que c'est peu à peu la possibilité qui nous est donnée, tous ensemble, et j'insiste, on ne décrète pas avec un mot, une parole. Cette parole, elle peut être prononcée à un moment donné, quand elle s'appuie sur des consciences partagées. Mais ce qu'il faut dire, c'est que Dominique de Villepin répondait à Gamel Abina, qui lui a posé la question « Pourquoi la France ne demande pas pardon ?» Alors, ça m'est arrivé d'avoir des débats à la télévision avec des politiques. Il y a une technique qu'on appelle le tunnel. C'est pour ne pas répondre à une question, on va vous faire un tunnel. Alors, il a parlé de philosophie, il a parlé de poésie, il a parlé du père d'un ami, Sami Boumendjel, dont le père a été assassiné par la France, Ali Boumendjel. Et Sami, malheureusement, nous a quittés. J'aurais aimé qu'il soit encore là pour voir ce qui se passe aujourd'hui en Algérie. Et donc, il nous fait un tunnel pour dire il faut choisir les mots, le temps. Et on voit qu'il est gêné aux encablures. Parce qu'il n'a pas la possibilité de pouvoir dire « je veux un pardon » par l'État français, par M. Macron. Il ne peut pas le dire. Et il dit pire encore. Je rappelle que le Veldiv, c'est 50 ans après. 95, 45. Oui. Et là, il dit il faut le temps. Mais quel temps il demande? Il faut quoi? Quelles conditions pour obtenir que la France demande honnêtement pardon pour les crimes commis? Les crimes sont documentés. Combien de temps il faut? 60 ans? On est à 62 ans. 70, 200 ans? C'est quoi ce truc-là? Donc là où je ne le rejoins pas, pourtant je le trouve brillant comme personnage, j'aime ses positions courageuses sur le Moyen-Orient et la Palestine, mais là où je ne le rejoins pas, c'est qu'il n'a pas eu le courage de me dire écoutez, je le veux et je le demanderai à Macron. Et si M. Macron a une certaine idée de lui-même et veut sortir enfin comme un grand chef d'État, comme l'a été Chirac, qu'il demande, et je le dis aujourd'hui à tout le monde, qu'il demande pardon au peuple algérien. J'ai même pris, je me suis même aventuré à dire, le peuple algérien vous pardonnerait. Oui. On ne vous demande pas la repentance. Tout ce baratin d'extrême droite, vous le gardez. Vous demandez pardon, on dit OK, qu'est-ce qui s'est passé? D'accord, on vous pardonne. Ça a été dur, on vous pardonne. Oui, très bien. Alors, Sofiane, je vois que vous voulez réagir. Est-ce que vous pensez, Sofiane, que la France aujourd'hui est prête à reconnaître justement les nombreux crimes perpétrés en Algérie et qu'un simple pardon pourrait tout effacer? Je pense qu'il y a déjà un mécanisme qui a été institué par les deux présidents et dont le président algérien Abdelmadjid Tebboune a beaucoup parlé. C'est la commission mixte d'historiens qui est en train de faire un travail nécessaire. D'ailleurs, même de Villepin a mentionné la nécessité de connaître avant de reconnaître. Oui. Et donc le travail de la commission mixte d'historiens qui est en train de se faire, notamment à l'appui en utilisant des documents desquels la partie algérienne a été exclue à un moment, parce qu'il faut d'abord restituer et permettre l'étude de certains documents qui sont dans les archives ou alors qui sont classés secret défense. Cette commission mixte pourra déjà apporter, si vous voulez, des éléments objectifs et scientifiques permettant déjà de regarder en face l'histoire qui commence en 1830, mais qui s'étale sur tout le 19e siècle, avec une série de crimes. On peut citer les enfumades, les expropriations de masse, l'utilisation d'armes chimiques, on en a parlé à droite, et aussi d'autres crimes de masse. Les déportations, on peut le dire. Hein. Les déportations, bien sûr, en Nouvelle-Calédonie, après l'insurrection de 1871. D'ailleurs, il y a eu un hommage officiel de la nation algérienne qui a été rendu aux déportés le 17 octobre 2022 et une stèle qui a été installée. Il y a beaucoup de crimes dans ce sens-là, et la nécessité de connaître, d'étudier objectivement, à mon avis, pourrait, si vous voulez, donner une plateforme pour une reconnaissance qui est nécessaire. On a aussi un autre pan qui sont les crimes d'État. Les crimes d'État, c'est tout ce qui est, si vous voulez, le 17 octobre 1961, qui s'est passé en plein cœur de la métropole coloniale, sur lequel on a déjà des preuves, des témoignages, mais où il reste encore un geste concret qui n'a pas encore été fait. Et par exemple, Dominique de Villepin a parlé de Ali Boumendjel et de Maurice Audin. Il y a aussi le cas de l'Arbi Ben Mehdi et de tous les disparus de ce qu'on appelle la bataille d'Alger, et aussi la reconnaissance que le crime de torture a été quelque chose de systémique qui a été utilisé systématiquement comme un procédé de domination coloniale. Il y a aussi les essais nucléaires qui ont été, si vous voulez, qui ont été un peu... il les a abordés mais sans dire véritablement le fond du problème. Je disais tout à l'heure qu'il y a eu la reconnaissance et les réparations pour la Polynésie. Pour le cas de l'Algérie, ce n'est pas encore le cas. Il y a des revendications fortes algériennes qui sont encore en suspens par rapport à ça, et je pense que la partie française devra aller de l'avant si toutefois ils veulent qu'il y ait un apaisement et une avancée dans les relations bilatérales. Je voudrais intervenir, s'il te plaît, Leïla. On pourrait parler de Macron lors de sa campagne présidentielle. Donc, il disait que tout allait... oui, la colonisation est un crime contre l'humanité. Que tout allait aller vite, que tout allait se faire, donc sur la question de la mémoire. Mais faudrait-il vraiment qu'il y ait de la bonne volonté de Macron pour justement arriver à conclure. Et si on voit par exemple ce qui se passe en Palestine, donc le conflit en Palestine, en Ukraine avec la Russie, donc il faudrait quand même qu'il y ait une cohérence
dans les propos pour justement pouvoir parler oui, d'assainissement. Macron, il fait toujours des effets d'annonce qu'il ne tient pas, en fait. C'est ça son problème. Macron avec le président Macron, Tout à on fait fait. tout le temps cette confusion. Voilà. Dernière idée par rapport à ça. Et dans son délire. Il faut savoir que la question mémorielle et que la question coloniale est d'une vivacité extrême en France. Et d'une sensibilité. Notamment par rapport à l'Algérie. C'est-à-dire qu'il y a au moins 4 groupes de mémoire qui ont été identifiés par Benjamin Stora lors de son fameux rapport et que les 4 groupes mémoriaux sont très actifs au niveau politique. Il faut du temps, mais combien il faut ça veut dire que toute prise de position officielle entraînerait des réactions qui seraient des réactions très très virulentes pour certaines, parce qu'il faut rappeler que l'extrême droite, elle, est la gardienne d'une partie du récit sur notamment la guerre de libération. Oui, je vais dire une chose pour conclure, simplement, pour être très honnête. L'extrême droite, Veldiv, elle n'a pas aimé. Parce qu'il te commande, je rappelle quand même. Et pour autant, c'est passé. Moi, je pense que là, on n'est plus à savoir qui a fait quoi. Ça va 5 minutes. La Seconde Guerre mondiale, quand on massacre des Juifs, on ne se pose pas la question de savoir alors qu'il n'y a plus de corps. Exactement. Parce qu'ils ont été brûlés. Et ce qu'il faut demander pardon, ça a été demandé officiellement et c'est nécessaire. Il va falloir que la France arrête de tourner en rond comme ça, comme il l'a fait malheureusement. Et encore, c'est pas le pire. C'est un des meilleurs commis de l'État. Il va falloir qu'elle se regarde dans les yeux, qu'elle dise nous, pays des droits de l'homme, on a été barbares souvent dans notre histoire parce qu'on n'est pas des anges. Et on demande humblement au peuple algérien pardon. Ça réparait beaucoup de choses dans la diaspora algérienne qui en souffre. Parce que clairement, il y a un inconscient collectif, et dans le pays Algérie, parce qu'on est un pays digne, on ne demande pas d'argent. Mais il y a aussi d'autres mesures, Gamal. Il faut par exemple la restitution de toutes les archives et des reliques qui sont liées à l'Algérie. Ça, c'est des mesures concrètes. Il faut aussi nettoyer les déchets nucléaires qui ont été semés par la colonisation. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une question psychologique et une question de pardon. C'est aussi une question très concrète et aussi d'affect. Oui, je vois que c'est un sujet très passionnant, messieurs, dames, mais le temps qui nous est imparti, vraiment, il tire à sa limite. Et en tous les cas, moi, pour me concernant, je ne suis pas obligée de le dire, mais ce me concernant, un simple pardon ne suffit pas. Alors, mesdames et messieurs, on arrive à la fin de ce débat. Restez quand même avec nous. On revient dans quelques instants, juste après cette courte page publicitaire. Matter Holding. Strategic Investments. Mesdames et messieurs, vous regardez bien la grande émission. Bienvenue à vous. Si vous venez de nous rejoindre, on passe tout de suite à l'espace culture. Alors, vient de nous rejoindre Nalimane Zeggar. Nalimane, bonsoir. Bonsoir Léla. Vous étiez donc au Festival de Cannes et vous n'êtes pas venu les mains vides. On va voir ce que vous nous avez ramené comme cadeau tout à l'heure. Mais tout de suite, on va se tourner vers, bien sûr, Imen Merad. Ce soir, c'est vers le festival que l'on se tourne, comme je le disais, avec le retour de l'Algérie au Festival de Cannes et l'importance de ces événements dans la promotion culturelle. L'Algérie était donc absente du Festival de Cannes depuis 2018 et c'est un retour en force qui a été fait avec l'organisation d'événements importants tels que les masterclass avec les plus grands réalisateurs, acteurs, producteurs algériens, il faut le dire. Mais le plus important, c'est que l'Algérie a marqué le coup en hébergeant la Palestine. Tenez-vous bien, messieurs, dames, et en hissant le drapeau palestinien aux côtés du sien sur le marché international de Cannes. Et il faut dire que c'est vraiment une forte symbolique. L'Algérie est toujours là pour porter la Palestine lorsqu'on sait, Imen, que certains acteurs ont reçu la consigne de ne pas manifester le moindre soutien à la Palestine, ne fût-il avec un drapeau ou une kéfille. Tout à fait, Leïla. Alors, avant de parler du retour de l'Algérie, je voudrais qu'on passe en revue un peu ce qui a marqué cette deuxième semaine de la 77e édition du Festival de Cannes. Donc, nous allons commencer par la Palme d'Or d'honneur qui a été décernée à l'actrice Meryl Streep
Streep, donc récompensant sa carrière exceptionnelle jalonnée de chefs-d'œuvre et consacrée par le prix d'interprétation féminine en 1989 pour Un cri dans la nuit. Meryl Streep a été accueillie avec une déférence due à son rang à cette 77e édition. Sur la scène du Grand Théâtre Lumière, la superstar américaine n'a pu contenir son émotion face à la standing ovation de la salle et au discours de Juliette Binoche qui lui rendait un vibrant hommage. Donc, vêtue de sa belle robe blanche, elle a savouré son triomphe avec l'esprit, l'élégance et la pudeur qui la caractérise. Alors, le deuxième fait marquant que j'ai retenu... On peut la voir un petit peu, Imena, au fait, c'est notre actrice préférée aussi, alors oui, dans la plébiscité. Je pense qu'elle a quand même marqué, c'est une icône. Hein, elle a marqué aussi notre jeunesse. Hein. Tout à fait. Alors, le deuxième fait marquant, c'est Kevin Costner. Donc, il était vraiment sur le point de lâcher une petite larmichette. L'acteur a eu droit à aussi une longue standing ovation dimanche dernier à l'occasion de la présentation de son nouveau film An American Saga. Donc, les acclamations ont commencé dès la fin de la projection et ont duré près de 7 voire 11 minutes selon certaines sources. C'est le premier film que Kevin Costner présente en tant que réalisateur depuis 11 ans. Je crois que c'est mérité parce que franchement, moi je ne suis pas très festival de Cannes quelque part, mais du coup là je vois qu'il y a des acteurs qui ont mérité d'être vraiment les acteurs d'honneur. Moi je me rappelle de Meryl Streep dans Kramer contre Kramer. Bon, c'est resté figé un petit peu dans ma tête, mais bon, pour le reste, je sais pas. Le diable s'habille pour ce film, voilà. Le diable s'habille en Prada aussi. Oui, mais ce n'était pas le meilleur pour moi. Alors voilà, c'est un petit peu ça. Pour les fashionistas, je pense que le film les a vraiment beaucoup marqués. Pour les fashionistas, pas pour nous. Voilà. Alors, Actu People oblige. Donc, nous avons l'actrice australienne qui a fait sensation en foulant le tapis rouge du Palais des Festivals avec une robe aux couleurs de la Palestine. Donc, venue assister à la présentation du film The Apprentice. Donc, elle a enflammé les réseaux sociaux en arrivant sur le tapis rouge dans une robe Jean-Paul Gaultier aux couleurs très symboliques. Donc, le devant en noir, vous avez le dos avec un rose pâle, on le voit à l'écran, et la doublure verte que l'actrice a vraiment subtilement relevé pour qu'on puisse vraiment mettre en avant les couleurs de la Palestine sur le tapis rouge. Parce qu'elle a surélevé également, parce que c'est un petit peu l'emblème qui est... Tout à fait. Donc c'est une majestueuse subtilité de vraiment afficher son soutien à la Palestine en plein festival de Cannes. Elle joue sa carrière là, non ? Gamal. Ce qui est extraordinaire, moi j'ai beaucoup cette actrice depuis toujours, hein. Mais non, il y a un vrai coup de génie pour elle. Tout à fait. C'est qu'elle n'a pas les couleurs de la Palestine. Elle a utilisé le tapis rouge pour faire. Oui, alors la doublure, vous avez la doublure plus le tapis rouge. Donc, et elle l'a revendiqué après. Donc franchement, c'est Oui, elle a assumé, sur les réseaux sociaux, elle a assumé que c'était vraiment son soutien à la Palestine. Bravo pour Kate. Donc, je vais parler de Francis Ford Coppola avec son dernier film sur le déclin de l'Empire américain, Leila. Donc, l'un des plus vieux serpents de mer d'Hollywood sort enfin sa tête sous l'eau avec Megalopolis. Donc, sans doute le film le plus attendu de cette 77e édition cannoise. Donc, qui signe le retour après 13 ans d'absence, donc tumultueux et mythique cinéaste du nouvel Hollywood. Alors, c'est plus d'une fois, il fait partie de ceux qui ont tout risqué et tout perdu en présentant ce genre de film à cette compétition. Donc le film en fait un peu le résumé. Donc le film se présente d'emblée comme une fresque débordante. Donc c'est invraisemblablement traité de civilisationnel, d'urbanisme, d'histoire, de philosophie, de politique. Donc en même temps qu'un feuilleton pulp mené tambour battant. Bref, une sorte de fusion d'un grand trip baroque. Donc Coppola a même déploré la résurgence de la tradition néo-droite, voire fasciste. Donc il a même dit, je cite, « Ce qui se passe en Amérique, dans notre République, notre démocratie est exactement la façon dont Rome a perdu sa République il y a des milliers d'années. » C'est un petit peu l'hypocrisie de la société américaine. On peut constater...
Francis Ford Coppola a financé par lui-même ce film. Oui, oui, tout à fait. Oui, c'est pour ça que je dis, il fait partie de ceux qui prennent le risque, en fait, de perdre tout ce qu'ils ont. C'est un vrai artiste, au fait, il n'a pas peur de... Tout à fait. Donc, on peut constater que dans ce type de manifestation culturelle, laisse tout de même de la place à la politique. Vous lui disiez, Leïla, donc l'ordre mondial en pleine mutation, donc entre l'ascension de certains et la chute d'autres, la politique s'invite à tous les événements. C'est un incontournable au fait, parce qu'on ne peut pas faire sans politique. Tout ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde n'est que de la politique. Même le cinéma est complètement introduit par la politique. Alors Nelly Zeggar, vous avez été au Festival de Cannes. On ne vous a pas pris comme actrice? Eh bien écoutez... Vous avez tous les atouts pour... N'est-ce pas? Il y a quelques personnes qui m'ont confondu, qui sont venues me demander si j'étais actrice ou pas. Voilà. Je leur ai dit que non, malheureusement, mais que je pourrais l'être peut-être, je ne sais pas. Ah oui, il fallait pourquoi pas. Voilà, vous avez tout pour, en tous les cas, pour réussir. Il ne fallait pas revenir, il fallait rester là-bas. Ah, bah, j'y reviendrai. On vous aurait proposé un joli film et tout. Alors, Nelly, qu'est-ce qu'on peut retenir? Il y a des occasions qui ne se reproduisent pas. Qui ne se ratent pas, voilà. Tout à fait. Nelly Zeggar, alors finalement, dites-nous, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce festival de Cannes et avec quelle impression êtes-vous revenu? Eh bien, écoutez, ce qu'on peut retenir déjà de cette semaine sur le pavillon algérien, parce que moi, à la base, je suis partie couvrir tous les événements qui étaient en cours dans ce pavillon algérien, qui est de retour, d'ailleurs, comme l'a dit tout à l'heure Imen, pour la première fois depuis 6 ans. C'est le travail qui a été fourni par l'Algérie, que ce soit par le gouvernement, par le ministère des Arts et de la Culture, mais surtout aussi par les Algériens du 7e art qui étaient présents en force là-bas, ce qui a attisé la curiosité de plusieurs festivaliers qui étaient présents ici, qui sont venus pour voir d'où cette énergie se dégageait, parce que je ne sais pas si vous avez vu les images que je vous ai envoyées, il y avait énormément de personnes qui sont venues parce qu'elles ont vu qu'il y avait beaucoup d'énergie, beaucoup d'activités, grâce aussi aux stars et aux artistes qui étaient présents, qui ont répondu présents. Donc il y avait des réalisateurs, des producteurs, des acteurs, des chanteurs. Oui, tous algériens. Il y avait Fianso, il y avait aussi Abdelkader Djario, Selim Keshouch, Sami Nasri, et j'en passe. Il y en a tellement que je ne peux pas tous les citer. Oui. Et ils étaient vraiment tous là pour montrer ce que le cinéma algérien vaut et surtout ce que l'Algérie a à offrir. Oui, au fait, ils ont mis un petit peu de punch dans ce stand qui n'a pas été présent depuis 2018. C'est avec un souffle nouveau que ce stand est revenu à Cannes. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce stand, point de vue organisation, par exemple? Mais écoutez, franchement, l'organisation... On sait qu'il y a eu d'énormes changements très appréciables. Il y a eu d'énormes changements et franchement, moi, je tire chapeau aux organisateurs parce que c'était vraiment parfait. Je ne m'y attendais pas au début. Je me suis dit que, bon, ça fait longtemps qu'ils ne sont pas revenus et bon, ils ont choisi le slogan « L'Algérie is back ». En anglais, oui, il y avait de la Algeria is back. Justement pour cibler un maximum de personnes à l'international, tout à fait. Je pense que c'est un choix qui était très pertinent par les organisateurs. Donc, ni en arabe, ni en français. Donc, Algeria is back. Voilà, c'est vraiment de l'anglais, comme ça, tout le monde peut comprendre. Voilà. Et puis, une langue intermédiaire que tout le monde puisse... Oui, je ne pense pas que ça a été fait par le passé. Voilà. Gamal Abina, alors que faut-il penser justement de cette présence algérienne aujourd'hui au Festival de Cannes et surtout que faut-il en déduire lorsqu'on voit que l'Algérie, même dans les plus grandes festivités, ne cache pas son soutien à la Palestine? Et c'est peut-être faire de la politique, mais en tous les cas, ça va dans les gènes. J'ai envie de dire que quand on parle de Coppola qui présente un film, Coppola fait la politique depuis Le Parrain, mais surtout Apocalypse Now, donc je vous en très clair. Non, ce qui fait plaisir, c'est de voir un retour de l'Algérie en force sur un plan culturel, parce qu'on avait déserté la culture très longtemps. La dernière fois que l'Algérie a brillé, c'est dans les années 70. Maintenant, ils sont de retour et très bien. Et surtout, ils n'ont jamais déserté la cause palestinienne, que ce soit dans le foot, dans la culture, dans l'art. Moi, j'ai un copain artiste qui est extraordinaire et qui n'a jamais lâché la Palestine. C'est Rachid Kouraïchi, que je salue d'ailleurs. Donc, tous ces gens-là sont des acteurs réellement qui sont impliqués émotionnellement et qui soutiennent, parce que de toute façon, notre pays a au moins cette qualité. Elle ne cache pas son soutien indéfectible à la
cause palestinienne et on doit tous la soutenir quoi qu'il arrive. Donc c'est vrai que c'est formidable. L'événement le plus marquant de ce festival, c'est la journée qui a été dédiée spécialement au cinéma palestinien au niveau du pavillon. Et la chose qui a à peu près surpris tout le monde, c'est le fait que l'Algérie a choisi de hisser le drapeau palestinien juste à côté du sien. Et celui des États-Unis. Voilà. Non, il y avait c'est pas loin, celui des États-Unis. Juste en face. Rappelons-le. Oui, il faut le rappeler. Il y avait le pavillon des États-Unis qui était juste en face et l'Algérie a fièrement brandi le drapeau palestinien. Il y avait aussi la présence de cinéastes palestiniens. Il y avait plein de monde qui était venu autour juste pour voir ces personnes qui étaient venues pour soutenir la cause palestinienne. Mais aussi un fait marquant qui m'a vraiment marqué, c'est l'organisation d'une minute de silence. Tout le monde s'est pris par la main. Ils ont fait une énorme ronde tout autour du stand et pas que au-delà du stand. Et plein de festivaliers étrangers sont venus se joindre pour faire une minute, pour marquer une minute de silence en hommage aux Palestiniens de Gaza. On est en train de constater, quand vous parlez, Nariman, que l'Algérie, par cette présence, par ce stand, par cette absence qui a duré plus de 6 ans, est revenue en force. Pourquoi ? Parce que finalement, ce qui a été interdit pour certains, on a récupéré la Palestine et on l'a remis en avant et on a attisé la curiosité de ceux qui venaient. Donc les gens sont quand même venus et la Palestine est venue en force. Et ils sont venus voir qu'est-ce qui se passe. J'imagine qu'il y a eu des projections, j'imagine qu'il y a eu un débat sur ça. Donc finalement, la Palestine a plus susciter l'intérêt grâce finalement au fait que l'Algérie l'ait bien finalement enveloppée. Et c'est du jamais vu carrément parce que l'Algérie a choisi de faire les choses en grand cette fois. Même du côté événementiel, il y a eu une soirée algérienne qui a été organisée sur la Croisette et c'était vraiment incroyable. Il y avait des centaines et des centaines de personnes qui faisaient la queue pour essayer d'accéder à la soirée. Il y avait énormément d'artistes qui étaient venus aussi représenter l'Algérie. Donc ils ont attisé la curiosité. L'Algérie, elle a marqué sa participation, ça c'est clair. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec plusieurs festivaliers étrangers, des Allemands notamment, des Français, des Espagnols, des Italiens, qui avaient dit qu'ils ne s'attendaient pas du tout à ça et qu'ils en avaient marre un peu du train-train quotidien de Cannes, que c'était un peu gnangnan, etc., mais que l'Algérie était venue ramener un souffle de renouveau. Oui, il faut aussi dire que finalement, l'Algérie a très bien compris au fait, un petit peu le travail du marketing, du coup de pub qu'il faut donner, parce que finalement, nous sommes dans un monde où la pub et le marketing jouent un très grand rôle dans la communication. Et peut-être un pays voisin, pas très amical à l'Algérie, a compris comment il fallait absolument procéder et que l'Algérie, qui n'a absolument rien à envier à ses voisins, peut-être que maintenant, elle a très bien compris qu'il fallait jouer le jeu et qu'il fallait absolument sortir toute la panoplie. Et c'est ce qui a été fait. En tous les cas, c'est l'impression qu'on a de ce qui s'est passé dans le stand algérien à Cannes. Justement, maintenant, l'objectif à venir pour l'Algérie à Cannes, c'est de se représenter le pays avec des films algériens. Bien que cette année, on m'a beaucoup posé la question, est-ce qu'il y a des films algériens qui sont représentés, qui ont été nommés à la Palme d'Or ? Il n'y en a pas, mais il y a des films qui ont été réalisés par des binationaux, des réalisateurs d'origine algérienne. Alors il y a Karim Aynouz et Ryan Msirdi qui ont eu l'honneur de représenter l'Algérie. Karim Aynouz qui est un Brésilien d'origine algérienne et qui a présenté son dernier film intitulé Motel Destino. Et Ryan Msirdi, lui, il a présenté un court-métrage qui est intitulé Après le soleil. Et c'était pour la 56e édition de la quinzaine des cinéastes. Et ça a offert du coup une sorte de nouvelle perspective de la richesse cinématographique algérienne. Est-ce que vous avez pu voir certaines projections, Nariman, une fois là-bas ? J'aurais beaucoup aimé, mais malheureusement, j'en ai pas eu l'occasion. De un, parce que j'étais prise par toutes les activités qu'il y avait au pavillon. Du coup, je devais faire la couverture. Et de deux, parce que les tickets, c'est très rare. Les tickets pour monter sur les maps, c'est très rare. Du coup, j'en ai pas eu l'occasion, mais j'espère que j'en aurai l'occasion. Alors, il faut dire un petit peu à nos amis téléspectateurs que c'est un petit peu votre première couverture en tant que journaliste. Alors, dites-nous quel impact vous avez gardé, en plus une première couverture à Cannes. Mais on va juste passer un peu le travail de Nariman. On va passer quelques images et quelques témoignages recueillis par Nariman Zeka. Et on va voir par la suite, elle va nous donner ses impressions. Tout de suite, des images.
En fait, elle est typiquement algérienne. C'est vrai que nous, on fait de la musique, on a touché un peu le cinéma, ce qui est important aussi pour nous. Mais là, représenter l'Algérie dans un événement comme celui-là, on a répondu présent. Donc je suis avec Timour, mon frère, et notre équipe. Donc on est invité par Sofiane, notre fiancé international. La production de films, c'est un travail en devenir. Pour moi, on n'a jamais assez de films. Donc il y a toujours quelque chose à faire. Donc c'est pas pour me plaindre ou pour... bien au contraire, moi ce que je dis c'est vraiment pour encourager que ce soit les cinéastes ou les institutions à travailler main dans la main pour pouvoir justement faire en sorte qu'il y ait plus de films. Et pour ça, moi à mon humble avis, il faut créer des mécanismes qui facilitent, qui fluidifient la fabrication des films. Donc ça peut aller des facilitations au niveau des impôts, pour les boîtes de prod, pour la production de films. Il faut de la formation aussi. Je suis présent dans le stand de l'Algérie au Festival de Cannes pour justement soutenir nos réalisateurs et puis nos acteurs et puis tous les acteurs de la vie culturelle algérienne qui sont là présents. Algeria is back. He's back in Cannes, he's back in France, he's back everywhere. Et pour moi d'être là, j'ai été invité par Yacine qui m'a convié à être ici. Et pour moi c'est un honneur d'être ici et de partager des choses, mes projets, les projets en cours, les projets déjà effectués et pourquoi pas, Inch'Allah, travailler prochainement en Algérie, bien évidemment. Formidable écho, n'est-ce pas, Nalimane? Tout le monde a l'air d'être content. Tout le monde était content, ça c'est clair, et tout le monde était optimiste, tout le monde était plein d'ambition. J'ai eu l'occasion de rencontrer énormément de monde là-bas. Vous l'avez dit, c'est ma première couverture médiatique et franchement, Vous avez été gâtée. Oui, on peut dire ça. Bon, c'était très fatigant par contre. Bien sûr. C'était très fatigant, on ne dormait pas beaucoup, mais c'était vraiment... incroyable d'être au milieu de ces personnes, de ces grands noms du cinéma algérien, notamment les réalisateurs tels que Béchir Daraïs, qui a réalisé le film Al-Habib al-Mehdi, tous les acteurs aussi. J'espère qu'on aura l'occasion de le voir. Oui, j'espère, oui. Il y a d'ailleurs eu une projection au Festival de Cannes du film. Mais voilà, c'était vraiment... un grand privilège pour moi d'y être. Et le fait, j'ai pu aussi rencontrer beaucoup de jeunes qui étaient venus pour parler, pour exposer leurs projets, pour parler de leurs projets, de leurs scénarios, beaucoup de jeunes scénaristes. De ce qu'ils aimeraient faire en matière cinématographique. Voilà, en matière cinématographique. Et ce qui m'a le plus marqué, encore une fois, je le répète, c'est le regain d'intérêt pour tout ce qui est algérien à Cannes. Donc il y avait énormément d'étrangers qui étaient présents et même en dehors du stand, il y a un endroit qui s'appelle, c'est sur une plage, ça s'appelle la plage du cinéma ou le cinéma de la plage plutôt. Et ils avaient organisé une espèce de projection du film indigène. C'était le film du réalisateur Rachid Bouchareb. Oui, et entre-temps, en attendant que le film soit projeté, ils avaient ramené un DJ, ils avaient mis du shabi, tout le monde était en train de danser sur du Ambiance très algérienne. Ambiance très algérienne, on ne se sentait pas à Cannes presque. Voilà, qu'est-ce qu'il faut dire finalement, Gamel Amina, quand on va à ce genre de manifestations qui sont internationales et où l'Algérie est présente très en force avec sa particularité et son identité et son authenticité au fait algérienne. Aujourd'hui, peut-être que le temps est venu aujourd'hui que l'Algérie reprenne également sa place avec des projections, des longs métrages, des courts métrages, pourquoi pas, ou peut-être même dans la compétition des Oscars à Cannes, comme ce fut par le passé. Oui. Parce que Damien Nouri, par exemple, qui a réalisé La Dernière Reine, c'est une co-réalisation d'ailleurs, avec une Algérienne d'ici. On prend Jafar Gassem, qui a fait un magnifique film, Héliopolis, deux très bons films, de belle qualité, que j'ai vus en France, dans des petits cinémas, parce qu'il n'y a pas de distribution. Il y a de la qualité, on est monté en gamme, et c'est très bien. Et surtout, on se rappelle une chose, c'est intéressant, parce qu'il faut quand même voir d'où on part. En 70, vous avez vu tous Rabbi Jacob, qui est un très bon film. Le type qui joue le rôle de l'arabe, il est européen. Il n'y a pas d'Arabes au cinéma, à part Omar Sharif, il n'y en a pas. Aujourd'hui, il y a une massification de la présence des Arabes, des Maghrébins, quand je dis Arabes, c'est un terme générique, dans les films, déjà en France. Et aujourd'hui, on se réapproprie une culture qui nous a été confisquée trop longtemps. Donc c'est très positif et je pense qu'on peut concourir, si quelqu'un fait un film de qualité, s'il monte en gamme, s'il y a un distributeur, on peut concourir effectivement à des festivals comme Cannes ou Berlin, ou je ne sais, il y a beaucoup de festivals comme ça qui sont d'autant plus qu'on a vu avec la Palme d'Or, je crois, de l'Ard al-Hamina. Alors pourquoi pas, ne pas un petit peu répéter l'histoire lorsque c'est positif
c'est un petit peu tant mieux quelque part. Alors voilà. L'Algérie est presque comme chez elle à Cannes. Hein. Oui. Elle a un héritage, même quand elle n'a pas de film à présenter, elle est toujours là. Elle présente aussi des acteurs, des consciences. L'Algérie est toujours là. Et il faut le dire que Cannes, c'est aussi un festival très politisé. Hein. Quand on voit Hollywood, c'est les Strass et tout. Un peu, Cannes, c'est un peu l'anti-festival, quoi. Oui. Mais je voudrais rebondir sur, donc vous l'aurez compris, donc le retour de l'Algérie au festival donc, a permis de réunir, comme nous l'a si bien rapporté notre envoyé spécial Nariman, donc, mais pas que, donc ce pavillon a aussi permis un peu d'être la vitrine de la culture algérienne. Et un peu, c'est une manifestation internationale, mais un peu véhiculer certains messages, donc via peut-être des habits traditionnels, donc dans ce genre de festival, donc c'est un peu une occasion de justement montrer, de faire la promotion de faire la patrimoine matériel et immatériel. Voilà, exactement. Oui. Donc ce genre de manifestation permet justement de donner une certaine image du pays à l'international. Donc, est-ce que vous avez rencontré des acteurs ou actrices algériens qui se sont qui ont mis en costume un peu traditionnel, on va dire, pour un peu véhiculer. Cela s'est fait avec les Marocains ou les Tunisiens, effectivement. Il se fait très naturellement. Mais est-ce que justement, oui, ça a été fait. Moi-même, j'ai fait partie des personnes qui avaient mis une tenue traditionnelle chaoui. J'ai mis la melhfa chaoui pour la soirée algérienne. Et il y avait d'autres personnes qui avaient mis, par exemple, un caraco, le caftan algérien. Voilà. Et non seulement niveau vestimentaire, mais il y avait aussi le niveau culinaire, où il y avait tout ce qui est gâteau algérien, gastronomie algérienne qui était présente, la musique. Donc, ils ont fait vraiment la promotion du patrimoine algérien et ça a intéressé, et beaucoup de personnes sont intéressées par ça. J'ai rencontré d'ailleurs plusieurs acteurs français qui m'avaient dit que c'était nouveau pour eux et que ça leur changeait et qu'en plus de ça, ils m'avaient dit qu'en fait, ils ne savaient pas, ils étaient dans l'ignorance un peu, que ce soit de la culture algérienne ou encore du cinéma algérien. Et on m'a demandé de leur envoyer tous les films algériens, enfin le maximum de films algériens pour qu'ils puissent s'en imprégner et voir ce que le 7e art algérien a à offrir. Il faut peut-être commencer. Quelle proposition pourrait-on faire avec ces films algériens? Qu'est-ce qu'on pourrait envoyer finalement? Si on devait réellement promouvoir le cinéma pour quelqu'un qui ne connaît pas le cinéma algérien, quelle proposition de film pourrait-on envoyer, par exemple, à quelqu'un qui ne connaît absolument rien? Moi, je propose peut-être Les vacances de l'inspecteur Tahar. Oui, tout à fait. Ça nous sort un petit peu du truc très dramatique et très comique. D'ailleurs, c'est un film mythique, il faut le dire, Karim. D'Hollywood à Taman Rasset aussi. En fait, quand on voit le cinéma algérien, c'est un cinéma très mature, politisé, et surtout qui a prévenu beaucoup de problèmes, notamment la montée de l'extrémisme et même la guerre de civilisation. Dans ce cinéma, il y a tout, c'est un peu comme le cinéma italien des années 70, qui était très en avance parce que c'était un cinéma politisé et il élevait aussi la conscience. Parce que quand on regardait un film, on partait, après le film, on partait avec un surplus de conscience, on était plus politisé. Et de réflexion. Donc ça rendait, voilà, ça rendait plus il y avait des messages, messages derrière. Des lanceurs de Mais réflexion. justement, est-ce que je pose la question, est-ce que le cinéma algérien serait en déclin? Comment pourrait-on justement développer ce 7e art? Par produit, on n'est pas vraiment en déclin parce qu'on a vu qu'il y a un souffle nouveau là. J'ai même envie de dire qu'une des plus grandes stars américaines aujourd'hui, enfin américaine, elle est algérienne, Sofia Boutella fait un carton aux États-Unis parce que le profil algérien commence à surprendre. Mais il n'y a pas beaucoup justement de... Il y a quelques films, voilà, c'est pour ça que je parle de déclin, c'est-à-dire qu'en 10 ans ou 15 ans, on n'a pas eu beaucoup de films, surtout sur l'histoire. Il fallait le temps de redémarrer, mais je pense qu'il y a une... Donc là, qu'est-ce qui pourrait justement aider à relancer il faut aller vers une politique cinématographique. Peut-être qu'il y a tout dans le slogan Algérie is back. Peut-être qu'il y aura une nouvelle... En anglais, des films en anglais? Non, en anglais, parce que c'est la langue de l'Empire pour vendre. Et moi, je vais dire une chose quand même par rapport à ça, parce qu'on s'interdit beaucoup de choses. Il y a beaucoup de films sociologiques, de psychologie, de guerre. J'ai envie de voir les Algériens commencer à investir le cinéma fantastique, le cinéma d'animation. On s'écarte un petit peu, on s'éloigne, parce que de toute façon, l'Algérie est en train de changer aussi. Oui, ça existe. Des productions, des moyens-métrages, attention. Je pense qu'il y a une question de moyens, c'est pour ça. Mais une chose essentielle en Algérie, ça s'appelle au gouvernement que je fais,
construisez des complexes cinématographiques en Algérie pour que les gens voient le cinéma, Oui. qu'on consomme déjà nous-mêmes notre propre cinéma. Au fait, peut-être que les gens ne le disent pas suffisamment, mais la production cinématographique est aussi une image du pays. C'est tout un pays qui s'exporte. Ce n'est pas juste un film. C'est pour ça que certains l'ont compris et qu'ils déboursent énormément et des sommes faramineuses pour qu'un film puisse voir le jour. Mais des fois, ça ne suffit pas, pardon. Parce que, par exemple, quand on voit les Marocains, ils ont beau débourser de l'argent, mais au niveau de la qualité, ils n'y sont pas. Alors que l'Algérie, avec très peu de moyens, arrive quand même à s'inscrire dans certains festivals. Ils sont à Venise, ils sont à Berlin. C'est le génie. Voilà, c'est il y a une algérien. culture, il y a une identité du cinéma algérien qui n'est pas approuvée. Et même quand on parle avec des cinéphiles cultivés, ils savent très bien que l'Algérie a encore des choses à dire, avait des choses à dire, encore des choses à dire. C'est vrai pour le cinéma comme pour la musique. Toujours quelque chose à dire. Voilà. Nous ne sommes jamais à court d'idées. C'est une chose, ça au moins qui est sûr, que ce soit sur le plan culturel ou politique. Messieurs, je vous remercie beaucoup. On arrive à la fin de cette émission. Merci donc d'avoir répondu présent, tous comme vous êtes ce soir. Gamal Abina, vous étiez avec nous également durant 2 émissions de la grande émission. Sofiane Baroudi qui était avec nous également. Karim, Imen, Nadimen, merci d'avoir été présent avec nous, d'avoir embelli cette grande émission. Merci également à toute l'équipe en régie. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour le dernier numéro de la grande émission. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Ce programme vous a été présenté par l'ANEP. Ce programme vous a été présenté par Air Algérie. Ce programme vous a été présenté par Madar Holding. Le Nomad Fashion, partenaire styliste du programme.